Bonjour Mélissa. Bonjour Virginie. Alors nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler des questions juridiques en cas de séparation. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les différents types de séparation? Oui, avec plaisir. Alors, le mode de séparation va vraiment dépendre du mode d'union. On va dans un premier temps avoir les couples mariés qui peuvent se séparer soit à l'amiable, donc c'est ce qu'on va appeler le divorce par consentement mutuel. Pour ce divorce, les deux époux doivent vraiment être d'accord sur le principe divorcer et sur ses conséquences. Donc, c'est-à-dire que chacun des époux va prendre un avocat, chacun le leur. Ils vont rédiger ensemble ce qu'on appelle une convention de divorce. Et cette convention de divorce va prévoir vraiment toutes les conséquences de leur divorce. C'est eux qui choisissent. Cette convention va ensuite être envoyée à un notaire qui va valider cette convention et lui donner toute sa force, au même titre qu'un jugement fait par un juge. Ça, c'est l'amiable. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'il y a un conflit ou des points de désaccord, à ce moment-là, il va falloir saisir le juge. C'est ce qu'on appelle le divorce judiciaire ou contentieux. Même chose, chacun a son avocat et on a une partie qui va saisir le juge aux affaires familiales pour demander le divorce. La procédure va se dérouler, on va avoir une audience finale où le juge va trancher les questions litigieuses et prononcer le divorce. Ensuite, on va avoir les couples qui ne sont pas mariés. On va avoir d'abord le PACS. Pour le PACS, même chose, on va avoir de l'amiable ou non. Pour les partenaires qui sont d'accord pour la rupture de leur PACS, donc pacte civil de solidarité, il va y avoir une déclaration conjointe devant l'officier d'état civil compétent pour dire voilà, on souhaite se séparer, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, un des partenaires va devoir se rapprocher d'un huissier de justice, alors qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, pour signifier à l'autre partie son souhait de se dépaxer. Et ensuite, on va avoir l'union libre. Donc là, c'est une forme d'union libre. Donc comme son nom l'indique, la séparation sera libre aussi. Il n'y a pas de formalité particulière à accomplir pour se séparer. Il n'empêche que pour les couples non mariés, il est tout à fait possible de saisir le juge aux affaires familiales pour soit valider un accord qui est convenu, soit trancher un litige. Et souvent, ça va être sur des questions de résidence des enfants, etc. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'autorité parentale? Oui. Alors, l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs qui incombent aux parents et qui va s'exercer conjointement. C'est-à-dire que les parents sont ensemble, ils exercent leurs droits et leurs devoirs. Ils ne sont plus ensemble, ils les exercent aussi. Ça n'a vraiment pas d'impact sur la manière dont ils exercent leurs droits vis-à-vis de leur enfant. Donc, ces droits et devoirs ont pour finalité l'intérêt de l'enfant. Ils s'exercent également sans violence physique et sans violence psychologique, c'est fondamental. Alors, est-ce qu'un parent peut prendre seul des décisions pour son enfant? Alors, évidemment, normalement, quand on choisit de faire un enfant, on le choisit de le faire à deux. Donc, on se dit, bon, on va toujours pouvoir s'entendre sur les décisions relatives à l'enfant, etc. Mais il s'avère que surtout en cas de séparation, c'est pas toujours le cas. Donc, la loi a prévu quelque chose pour aider les parents. On va avoir une distinction entre les actes usuels, donc ce sont les actes de la vie courante, les décisions qui ont assez peu d'importance en tout cas sur l'avenir de l'enfant. Ça peut être la décision de prendre par exemple un rendez-vous chez un médecin généraliste. Pour ces actes-là du quotidien, il y a une présomption d'accord de l'autre parent, c'est-à-dire que le professionnel qui vous a, il n'a pas besoin d'avoir la signature des deux parents. Voilà, il présume que l'autre parent est d'accord pour cet acte-là. On va ensuite avoir les actes dits non usuels. Ces actes-là vont vraiment avoir un impact très important dans la vie de l'enfant, ils vont changer son avenir. C'est le cas notamment de la décision de changer l'enfant d'une école publique à une école privée, mais on a aussi souvent le cas des parents qui décident ou qui prévoient une opération pour leur enfant, voilà, parce qu'il y a des soucis particuliers et une opération doit être prévue. Pour ces actes-là, il faut obligatoirement l'accord des deux parents. C'est essentiel. Il faut aussi savoir que l'enfant peut être aussi concerté en fonction de son âge et de sa maturité aux décisions qu'il concerne. Concernant la résidence de l'enfant, comment les parents peuvent-ils s'organiser? Alors, il y a plusieurs façons d'organiser la vie de l'enfant après la séparation. On peut le faire de manière amiable, comme on a vu tout à l'heure. On va choisir une garde alternée, une résidence classique avec des droits de visite et d'hébergement, un week-end sur deux, moitié des vacances scolaires. On peut aussi faire complètement différemment. Il y a des parents qui font des moitiés de semaine, d'autres qui vont rajouter
un mercredi tous les 15 jours, etc. Donc vraiment, les parents choisissent, soit restent à l'amiable et ne prévoient rien dans un document quelconque, ou alors font valider leur accord auprès du juge aux affaires familiales. Si on n'est pas d'accord, on saisit le juge. Un des parents va faire les demandes. Voilà, moi j'aimerais tel mode de garde, j'aimerais tant de pension alimentaire ou telle répartition des frais. Et à ce moment-là, c'est le juge aux affaires familiales qui va trancher. Ce qu'il faut savoir, c'est que la décision qu'on va avoir, elle n'est pas définitive, dans le sens où si la situation change les années suivantes, alors soit les conditions économiques du foyer, soit les besoins des enfants, l'âge, etc., il est toujours possible de modifier le jugement qu'on a en saisissant de nouveau le juge ou en refaisant un accord amiable homologué. Voilà, le but c'est qu'à chaque fois, le cadre s'adapte à l'évolution des enfants et aux évolutions de la vie familiale. Nous allons aborder la question de la pension alimentaire. On sait que ça peut engendrer des conflits entre les parents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la pension alimentaire ? Oui, tout à fait. Donc la pension alimentaire qu'on appelle dans le jargon juridique la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, l'idée c'est, de toute façon ce qui est prévu dans le code, chacun des parents doit participer aux frais des enfants à hauteur de ses revenus. C'est vraiment pas du 50-50, c'est à hauteur de ses revenus. Et ça va dépendre aussi du mode de garde, puisque on va avoir parfois des résidences classiques où un enfant va être plus longtemps chez un des parents, donc il va falloir rééquilibrer tout ça. Parfois, on a des gardes alternées avec pas d'écart de revenus, donc pas besoin forcément de prévoir quelque chose, mais on peut avoir une garde alternée avec un écart de revenus qui va nécessiter un rééquilibrage financier. Cette contribution, tout d'abord, évidemment, toujours dans l'intérêt de l'enfant, elle va se faire soit en nature, c'est-à-dire qu'un parent va se dire « je prends en charge tel frais », ou elle va se faire en participation financière mensuelle, donc avec le versement d'une somme fixe, ça on le voit beaucoup plus, et ça va prendre en compte vraiment les frais du quotidien pour l'enfant, etc. L'idée c'est vraiment que l'enfant ne perde pas énormément en niveau de vie suite à la séparation. Il doit pouvoir, en tout cas, chaque parent doit pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants sur sa période, donc avec ce rééquilibrage qui peut être fait avec ses versements. La pension alimentaire, elle ne prend pas en compte tous les frais des enfants. Ça, faut bien en être conscient. On va avoir des frais dits exceptionnels qui peuvent arriver occasionnellement. Alors, c'est des sommes vraiment ponctuelles. Ça peut être ce qu'on a souvent, des frais de santé qui ne seraient pas complètement couverts par une mutuelle pour un appareil dentaire, des lunettes, voilà. Ça ne fait pas partie de la pension. Ce sont des frais exceptionnels. Et on peut prévoir un partage en fonction des revenus. Ça peut également être un voyage scolaire, par exemple. Voilà, donc les parents peuvent prévoir un partage particulier pour ces frais-là. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la pension alimentaire, quand elle est validée par une décision de justice, donc soit amiable, soit s'il y a conflit avec jugement, à partir du moment où on a une décision de justice, on a l'intermédiation financière par le service de l'ARIPA de la CAF qui se met en place pour sécuriser les versements. Donc pour ça, je vous renvoie à la vidéo qui sera proposée par la CAF, le service de l'ARIPA, sur ce sujet. Est-ce que la pension alimentaire s'arrête à la majorité de l'enfant ? Eh ben non. Mauvaise nouvelle. Non, pas mauvaise nouvelle, puisque encore une fois, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est vraiment ce qui reste après les 18 ans de l'enfant, l'autorité parentale. Bon voilà, les décisions pour l'enfant, il les prendra seul à ses 18 ans. Par contre, tant qu'il n'est pas autonome financièrement, les parents doivent l'aider. C'est une obligation alimentaire envers leur enfant. Alors, autonome financièrement, souvent on a la question des alternants. Oui, mon enfant il est alternant, alors il est encore en études, mais il touche quand même un salaire, etc. Comment ça se passe ? Là, il n'y a pas vraiment de directive claire, c'est le juge aux affaires familiales qui tranchera en fonction de la situation. Ce qu'il faut retenir, c'est que tant que mon enfant n'a pas suffisamment de revenus pour être autonome, avoir son logement, se payer à manger, payer ses factures, le parent doit aider. Donc, forcément, à hauteur différente en fonction des besoins de l'enfant, est-ce qu'il a un petit salaire ou pas. Et de toute façon, dans tous les cas, il faudra saisir le juge aux affaires familiales pour arrêter cette pension alimentaire. Puisque tant qu'il y a un jugement, une décision de justice qui prévoit un montant, ce montant, il est prélevé tous les mois. Donc, il faut vraiment une décision pour l'arrêt de ce versement. Et ce sera une fois que l'enfant sera autonome.
Petite précision, si l'enfant volontairement ne veut pas être autonome, évidemment qu'au bout d'un moment, on n'a plus à participer, puisque là, ce sera volontaire de sa part, il n'est pas en études ou autre. C'est vraiment son souhait de ne pas travailler. Merci Mélissa pour toutes ces informations. Avec plaisir, merci à vous.